Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, donc le 10 Tevet, on va essayer de parler des lois du jeûne. Ouais. Il y a écrit comme ça dans Zecharia. Il y a écrit Koam Hashem Tsevaot, Tzom HaRevi, Tzom HaChamishi, Tzom HaShvi'i, Tzom HaAsiri, Yeh le Bet Yehuda, le Sasson ou le Simcha, ve le Moadim Tovim. Il y a écrit que c'est une névoie, Akadosh Baruch Hu a envoyé à Zecharia, que tous les jeûnes qui ont été institués par les Nivim, etc., vont être, Bezrat Hashem, lorsqu'arrivera le Bet Hamikdash, vont être changés en Simcha. Ça va être un jour de Simcha et ça sonne pour le Bet Yehuda, pour le Ham Israël. Et Chachamim, ils ont défini c'est quoi Tzom HaRevi'i, c'est quoi le 4e jeûne, le 5e jeûne, le 7e jeûne, le 10e jeûne, de quoi on parle? On ne nous a pas dit le premier jeûne, on ne nous a pas dit le 2e jeûne, le 3e jeûne, on nous a dit le 4e, 5e, 7e et 10e. En réalité, il s'agit selon la chronologie. Au niveau chronologique, normalement, on aurait dû tout d'abord commencer par le 10 Tevet. Pourquoi? Parce qu'au niveau chronologique, si on commence à comprendre chaque épisode qu'il y a eu, chaque événement exactement qu'il y a eu durant la période, normalement le 10 Tevet c'est le premier. Mais en réalité, ici, il nous parle selon, pas au niveau chronologique, au niveau historique, mais au niveau de l'année. C'est ça. Ok. Au niveau de l'année, si on commence depuis le mois de Nissan, il y a écrit comme ça à Maseret Rosh Hashanah, on commence l'année depuis le mois de Nissan. Donc en fin de compte, le premier jeûne c'est quand? 17 Tammuz, Tisha B'Av, Tzom Gedalia, et ensuite 10 Tevet. Après, on a institué le jeûne de Purim qui est une simcha. Ok, c'est une simcha, le jeûne de Purim, c'est pas Chas v'Shalom un deuil, au contraire. Chachamim, ils ont institué Purim, pas en tant que deuil, Chas v'Shalom, mais pour faire rappeler le nes de Purim et tout ça. Mais au niveau du deuil qui est institué par Chachamim pour se rappeler de ce qu'il y a eu, la destruction du Beth Amikdash et tout ça, ce sont ces 4 jeûnes-là. Il y a donc le 17 Tammuz, Tisha B'Av, Tzom Gedalia, et le 4e jeûne, c'est le 10 Tevet. Mais qu'est-ce qu'il y a eu le 10 Tevet? Le 10 Tevet, en réalité, Akadosh Baruch Hu demande à Nebuchadnezzar, il a eu comme une certaine névoie, en fin de compte. Akadosh Baruch Hu lui est venu dans son rêve et il lui a dit, voilà, tu vas monter à Yerushalayim pour détruire le Beth Amikdash. Il avait peur, Nebuchadnezzar. Il savait ses prédécesseurs, il connaissait ce qui s'était passé dans les époques précédentes, avec Paro, etc. Il savait très bien que tous ceux qui touchaient au Ham Israël tombaient. D'ailleurs, on le voit. Époque après époque, Veish et Hamda, on a dit, Lechalotenu, Shelo Echad Bilvad, Amad Alenu Lechalotenu, Akadosh Baruch Hu, Matzilenu Miyadam. Ok, Akadosh Baruch Hu, il nous sauve, il détruit les autres peuples. Est-ce qu'on voit aujourd'hui les Grecs? Est-ce qu'on voit aujourd'hui les Romains? On voit aujourd'hui la royauté de l'Égypte? Non, on ne voit plus réellement ça, on n'entend pas réellement parler. Oui, il y a, bien sûr, il y a l'État grec, la Grèce, quoi, on l'entend, Rome, on l'entend. Il n'y a plus de royauté, il n'y a plus il y a plus de puissance, exactement. Il n'y a plus d'empire, exactement. Avant, c'était des empires, c'était ceux qui prenaient tout le monde, qui annexaient tout le monde. Ok. Même aujourd'hui, les Allemands. Ok. Ouais, c'est-à-dire, c'est une démocratie, etc. Aujourd'hui, mais mis à part cela, c'est plus comme avant. Donc voilà, Kadosh Baruch Hu, il fait comme ça. Donc c'est ce qu'il avait peur, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il avait peur que, comme ses prédécesseurs, il allait détruire peut-être le Beth Amikdash. Et il allait peut-être tuer une quantité, un nombre indéfini de juifs, mais en fin de compte, lui, il allait être destitué, et toute sa royauté allait être destituée, donc il avait peur de ça. Pas les Shem Shamaim, hein. Il avait pas peur, ah non, je veux pas tuer Chas v'Shalom les juifs, non, il avait peur pour lui, c'était un rachat, ok, il avait peur pour lui. Mais bon, il avait une chorma quand même, ok, il avait une chorma. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Nebuzraden. Il envoie à sa place son général, Nebuzraden, il s'appelait, et il envoie là-bas, Nebuzaradan, il monte donc à Yerushalayim, et il ferme les murailles de Yerushalayim. Il n'y avait plus ni d'entrée ni de sortie. Imaginez-vous avant, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait des macolettes, etc. dans chaque coin de rue, et c'était pas la même chose. Il devait sortir de la ville, il faisait de l'import-export et tout ça, c'était pas si facile que ça. Donc à partir du moment où il fermait la ville, c'était impossible de s'alimenter ni rien. Et là, justement, c'est ce qu'on appelle le 10 Tevet. Le 10 Tevet, c'est justement là où a commencé
a commencé à, où Chachamim ils ont institué le jeûne de Ditevet, c'est justement par le fait que Nebuzraden, Nebuzraden, il a fermé. Je ne sais plus comment on dit. Ouais, ça doit être un nom hyper grec, hein, je connais pas. Non, mais c'est des Babyloniens. Oui, ça veut dire c'est un nom assez difficile à prononcer en français. En tout cas, Nebuzraden, c'est à partir de ce moment-là, donc il a fermé la ville. Et c'est justement, Chachamim, ils ont institué ce jour-là comme étant le jeûne du dit Tevet. La question, elle est la suivante. En fin de compte, le dit Tevet, c'est-à-dire, il a fermé la ville. Il n'y a pas eu de mort. Le Beth Amikdash n'a pas été détruit. Il n'y a même pas eu une brèche dans les murailles de Yerushalayim. Il n'y a rien eu. Non, c'est pas la première brèche. Certains qui racontent que c'était la première brèche. Non. Je ne sais pas s'il y a une marloquette Vadavar, mais en tout cas, il faut savoir que ce jour-là a été institué par le fait qu'il a fermé la ville. Il n'y a rien eu. Mis à part le fait qu'il a fermé la ville, il n'y a rien eu. Il a juste mis la clé, hop, c'est terminé. C'est-à-dire, ça a commencé là pour Anout. Le siège. Mais il avait l'intention Le siège, exactement. Étouffer le peuple, donc Oui. une mort à petit feu. C'est vrai. Mais en fin de compte, dans l'absolu, il n'y a rien eu. Ouais. Et pourtant, le Beth Yosef rapporte au nom de Aboudrahem. C'est un des Rishonim. Il dit là à Aboudrahem que si le jet du dit Tevet tombe Shabbat, très théorique, parce que ça ne tombera jamais Shabbat. Il y a jamais on repousse jamais le dit Tevet, ça n'existe pas. Le dit Tevet ne pourra jamais tomber le Shabbat. Et c'est déjà arrivé. Quand est-ce? Avant que soit fixé le calendrier. Ah, possible. Mais avec le calendrier Yehudi, qu'on a aujourd'hui bien défini tout ça, c'est impossible que le jeûne du dit Tevet tombe le Shabbat. Le vendredi à la rigueur, mais Shabbat impossible. On l'a vécu. Oui, vendredi, je pense l'avoir déjà fait moi aussi. En tout cas, le dit Tevet, s'il tombe Shabbat selon l'Aboudrahem, on doit jeûner. Mais pourquoi? Même Tisha B'Av, qui est pour nous un des jeûnes les plus importants, qui a été institué par Chachamim, parce qu'à part ça, il y a Kippour, qui c'est pas un deuil Kippour, ok? Et c'est Shabbat, Shabbaton et tout ça, donc on parle même pas de Kippour, on parle des 4 jeûnes institués par Midivre Kabbalah, Midivre Chachamim, Midivre Sofrim. Pour quelle raison les Chaora le dit Tevet, on devrait dans l'absolu théoriquement le faire le Shabbat, s'il tombait Shabbat, alors que Tisha B'Av, qui est pour nous un des jeûnes les plus importants, ok, on n'a pas le droit de se parfumer, on n'a pas le droit de ça, on n'a pas le droit de ça, on n'a pas le droit... Pour quelle raison on doit lui le repousser s'il tombe Shabbat? Combien de fois on l'a vu ça? Cette année on l'a eu. Ok, Tisha B'Av qui tombe Shabbat, on repousse à Motzei Shabbat. Donc pour quelle raison le dit Tevet oui et le 9 Av non? Il faut comprendre, parce que selon l'histoire que je viens de vous raconter, selon les épisodes, comment elles se sont déroulées, ça paraît moins important. Parce que si on parle au niveau événementiel, non, il n'y a pas eu grand chose pendant le dit Tevet, en fin de compte. Il y a d'autres choses qui sont venues après, je crois. C'est pas la prophétie qui s'était arrêtée. Ah, il y a eu une chose, juste, ils ont fermé la ville. Non, mais après, aussi, la prophétie s'est arrêtée. Non, c'est arrêté le retour de Babel. Le retour d'exil. J'ai entendu que la prophétie. Et puis ils ont traduit en grec, je crois. C'était le dit Tevet? Je crois. Je sais pas dans ma tête. C'est pas rapporté que les épisodes du dit Tevet, ce genre d'épisodes, je pense pas qu'ils se sont déroulés le dit Tevet. C'est pas ça qui justifie. Non, ce qui justifie le jeûne, c'est vraiment la... Ouais, par exemple, la prophétie, si elle s'est arrêtée le 10 Tevet. Exactement, on part du début. Ouais. C'est vrai qu'en fin de compte, par la suite, comme par exemple Oui, Tisha B'Av et 17 Tammuz, on rapporte beaucoup d'épisodes qui sont déroulés durant cette période-là, avec les tableaux de la loi qui ont été détruits, etc., la Torah qui a été brûlée, tout ça. Oui, effectivement, on rapporte d'autres événements, d'autres épisodes qu'il y a eu durant ces périodes. Mais je pense pas que le dit Tevet ait eu ce genre de choses. C'est vrai qu'on définit une date par rapport à ce que vous avez dit. C'est rapporté dans la Maseret Anid, mais je me souviens plus c'est quelle date. Mais en tout cas, le dit Tevet, ce qui est défini par Chachamim, mais ce qu'on voit dans tous les poskim, c'est justement le siège de Yerushalayim. Donc, ils ont fermé les murailles, plus d'entrée ni de sortie. Donc la question elle est la suivante. Le Beth Yosef il pose à Sheila, pourquoi le Aboudrahem il pense que si le dit Tevet devait tomber Shabbat, alors on aurait pu le faire Shabbat, contrairement à Tisha B'Av qui est à nos yeux beaucoup plus important que le dit Tevet, qu'on doit lui le repousser. Alors le Beth Yosef il reste Betsai Chiyun. Le Beth Yosef il dit je comprends pas. Le Khatam Sofer il répond quelque chose d'extraordinaire. Il dit la chose suivante. Il dit ce jour-là,
du dit Tevet, au moment où Nebuzaradan il a fermé la ville, ça a scellé la destruction du Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a mis sa signature que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu donc a scellé que le Beth Amikdash allait être détruit entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et donc on sait très bien Tisha B'Av est la destruction du premier et second Beth Amikdash. C'est à ce moment-là que ça a été décrété. Mais pas seulement. Il y a écrit comme ça dans les Chot Shabbat que si une personne rêve, par exemple que Chas Shalom ses dents tombent, ok, se déchausse de sa bouche, là à ce moment-là, il pourra jeûner le jour du Shabbat. Pourquoi? Même Tisha B'Av, on le fait pas le Shabbat. Pourquoi? Si une personne rêve qu'elle a vu ses dents tomber, alors elle doit jeûner le jour du Shabbat. Elle peut jeûner, pas elle doit jeûner, elle peut jeûner. En fin de compte, on n'arrive pas à définir, on n'arrive pas à mettre des paramètres au jeûne le Shabbat. Tisha B'Av qui est très 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 important, c'est un deuil, on le repousse. Dit Tevet, ça aurait été Shabbat, on l'aurait fait le Shabbat. D'un autre côté, les jeunes, si on rêve que les dents tombent, alors on peut jeûner. Ils sont les paramètres du Shabbat. En fait, les poskim ils disent que, écrit comme ça dans la Gemara, Maseret Brachot, que pour quelle raison on peut jeûner si on rêve que nos dents tombent, pas nos dents, une personne tombe, que ses dents tombent, c'est au niveau individuel peut-être, mais pourquoi on a le droit de jeûner? Tout l'interdit de jeûner pendant Shabbat, c'est Mishum Onek Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner. La Torah nous a, Marloquet c'est de Oraito de Rabanan, je ne vais pas rentrer pour le moment dans ça, mais en tout cas, Onek Shabbat c'est un chiyuv. Ok, on n'a pas le droit de jeûner stam. Alors, il y a écrit comme ça, que la Maseret Brachot, la raison pour laquelle on jeûne, une personne peut jeûner si elle rêve que ses dents tombent, c'est parce que il y a une xéra sur lui, ok, que l'un des membres de sa famille va décéder. Donc c'est pour quelque chose de futur. Et donc étant donné que c'est pour quelque chose de futur, il peut tout de suite arrêter cette xéra là, il peut jeûner pendant Shabbat pour être metaken. Et lorsque il y a déjà eu la chose, par exemple Tisha B'Av, il y a déjà eu la destruction du Beth Amikdash, Chagour, on n'a pas le droit de jeûner pendant Shabbat. C'est-à-dire on jeûne pour se rappeler du deuil, etc. En souvenir. Il a fait merde. Mais le dit Tevet, Khatam Sofer, il dit la chose suivante. Il dit Tevet, c'est vrai que ça a été scellé maintenant, la destruction du Beth Amikdash, mais ça a été aussi le jour, c'est-à-dire aujourd'hui, là maintenant, là, au moment où je vous parle, on peut définir aussi la reconstruction du Beth Amikdash. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. C'est-à-dire que c'est pour quelque chose de futur. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il prend Kivyachol, son stylo, il peut signer, maintenant on envoie le Beth Amikdash. Comme à chaque moment de l'année, c'est vrai, mais maintenant, c'est un moment défini. Le dit Tevet, Akadosh Baruch Hu, il a scellé qu'il y a la destruction du Beth Amikdash, il peut sceller quand est-ce qu'il y aura aussi la reconstruction du Beth Amikdash. Donc c'est une simcha. C'est vrai que c'est un jour de deuil, et c'est un jour vraiment, il faut être mepashesh b'maaseinu, il faut scruter nos actions, faire teshuva, les tfilotes, etc., etc. Mais c'est le moment où on peut sceller aussi la venue du Beth Amikdash. C'est pour ça, le Khatam Sofer explique le Aboudraim. Pourquoi oui on peut jeûner? Pourquoi oui on doit jeûner le dit Tevet s'ils avaient été tombés Shabbat? Tout simplement parce que c'est pour quelque chose de futur. Pas quelque chose d'ancien, effectivement c'est quelque chose d'ancien, on se rappelle, mais c'est aussi pour quelque chose de futur. C'est comme ça qu'il explique le Khatam Sofer. Donc on voit l'importance du Tevet, on voit l'importance de ce jour-là, ô combien il faut faire attention, ô combien il faut être Mepashvel Mamasenu, et ô combien notre avodat Hashem elle est importante. Beaucoup sont collés et sont très très plus à l'approche de Moussar, de Gemara. Donc les gens ils sont beaucoup plus collés à ce genre d'études de Torah. C'est normal. Ok, le Moussar ça rapproche les cœurs. La Gemara on aime faire des Masaumata, on aime faire des calculs, on aime réfléchir. Ok, il y en a beaucoup qui sont pas à même à étudier la halakha. Pourquoi? Et moi je vous le dis, c'est le Yetzirah. Il y a écrit comme ça. La halakha seulement. La halakha. L'étude de la halakha. Il y a écrit comme ça à Maor Sheba, Marzira les Moutav. Est-ce qu'on se met une corde au cou? Non, justement. Il y a écrit comme ça à Maor Sheba, c'est écrit dans Zechar. C'est écrit par exemple
dans Ikaravati, ok, l'introduction de Echa qu'on lit à Tisha B'Av, il y a écrit là-bas Amaor Sheba Marzira Limutav, c'est-à-dire que la lueur, la lumière de la Torah fait revenir l'homme à la Teshuvah. Mais en fin de compte, combien de personnes on voit? Vous savez que dans l'université hébraïque de Jérusalem, eux, ils ont un choug, ok, de Tanakh, ils ont un choug même de Kabbalah. Le roux, c'est quoi? Un choug, c'est-à-dire un cours de Tanakh, un cours même de Kabbalah. Ce sont des professeurs, c'est même pas des rabbanim. Ce sont des professeurs de Tanakh, professeurs de Kabbalah. Alors, on met la place de Amaor Sheba Marzira Limutav. On les voit, malheureusement. Bezrat Hashem vont faire Teshuvah. Mais en fin de compte, on les voit, ils sont pas là, ils sont sans kippa. Je juge personne. Mais en fin de compte, Chachamim, ils ont rapporté une phrase très forte. Amaor Sheba Marzira Limutav, que la lumière de la Torah fait faire Teshuvah à la personne. C'est où? Ils sont là-bas pendant 10 ans, ils n'ont toujours pas fait Teshuvah. Vous savez qu'il y a même en Israël, par exemple, avec le Premier ministre, ils font même un concours exactement du Tanakh. Et qui vous voyez là-bas? Des personnes qui sont pas dans la Torah. Il y en a même qui sont pas kippa, il y a des dames qui sont pas très tsanoa. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a aussi des gens qui ont la kippa. Il y a de tout, mais s'ils se mettent dans ce concours, c'est-à-dire que Baruch Hashem, ils ont bien étudié le Tanakh. Ouais. Il est où la Maor Sheba Marzira Limutav? Il a écrit je préférerais, comme ça il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est rapporté aussi dans Echa, je préférerais qu'il m'oublie à moi, Aval Torati lo Azavu. Je préférerais que moi, chez Azvoti, Aval Torati lo Azavu, que ma Torah il la garde. Pourquoi? Parce qu'Amaor Sheba Marzira Limutav. Pourtant c'est le but. Parce qu'au travers de la Torah, on va s'en faire. Exactement. Alors, comment expliquer les choses? En fin de compte, c'est une phrase qui n'est pas rapportée par un scientifique de je sais pas où. C'est Chachamim. Il dit comme ça, dans la vote des Rabbi Nathan, c'est rapporté là-bas le Biur Agra, les commentaires du Gaon de Vilna. Et sur ces commentaires-là, il y a le Divrei Yecheskel. À la fin de la vote des Rabbi Nathan, c'est rapporté là-bas. Le Divrei Yecheskel, il dit c'est quoi Maor Sheba Marzira Limutav? C'est l'étude de Halacha. En fin de compte, vous ne verrez pas des chouks de Halacha. Nulle part. Vous ne verrez pas non plus des concours de halakha, sauf chez les orthodoxes. Pourquoi? Parce que justement, la halakha, c'est elle qui est marzira les moutav. Comme c'est dit Divrei Yecheskel, c'est pas Stam, un pirouche Stam il y a 10 ans. Non, Divrei Yecheskel, du gras. Il dit comme ça, pourquoi l'étude de la halakha, ça rapproche les cœurs et ça fait faire teshuvah à la personne? Parce que justement, lorsque la personne va demander permis ou interdit, est-ce que c'est permis ou interdit? Elle va avoir automatiquement de la hirat shamaim. Elle va se créer en lui une crainte du ciel. Pourquoi la personne elle demande? Parce qu'elle a peur. Peut-être que je vais faire quelque chose d'interdit. Donc c'est ça. Le Divrei Yecheskel dit c'est ça l'étude de la halakha. L'étude de la halakha, c'est celle qui rapproche les cœurs, c'est celle qui fait faire teshuvah. Au jour d'aujourd'hui, l'étude de la halakha, Baruch Hashem, elle s'amplifie, elle est mise à l'honneur, Baruch Hashem. Mais il en faut encore beaucoup. Il en faut encore beaucoup parce que les gens ne connaissent pas. Vous savez, à chaque fois je vous le dis ça, mais le Chod Brachot, on est au jour le jour dans cette même situation. Est-ce que c'est quel bracha? C'est quoi comme bracha? Est-ce que je dois faire bracha chorona? Quel bracha je dois faire sur tel aliment? On ne sait pas. Et des fois on se dit, tu sais quoi, allez, hop, je vais faire Sha'akol Yabidvaro et ça y est. Sha'akol Yotzei Dechova. Le Aboudrahem, le même, il dit comme ça que celui qui dit je vais faire Sha'akol pour être Yotzei Dechova, sur lui aussi il dit l'enseignement de Chachamim, c'est comme si que il avait fait Meila, comme si Chaz v'Shalom qu'il avait utilisé quelque chose qui était Gdusha au Bet Hamikdash. Selon lui on doit rapporter un korban Meila. Tov, on n'est pas posé comme ça là, l'Alacha. Mais vous voyez combien c'est grave, combien c'est important. Par exemple, je vous pose une sheila. Une personne qui mange du pain, on est yotzei dechova, surtout. Ok? On est yotzei dechova sur tous les aliments qui vont être à table. Ah, Shabbat, on le voit. On fait kiddush, on fait motzi, on fait plus aucune bracha. Sauf sur les pistaches, des trucs comme ça, voilà. Sauf ceux qui ne sont pas mangés avec le pain. Exactement. Mais on fait motzi, on fait nitiat shaleim, on fait motzi.
On est yotzei de chova tous les aliments qui sont sur table. Mais ce din là, d'où on l'apprend? Ce din là, d'où on l'apprend? Alors les Rishonim ils disent, je vous dis, comme ça je vous dis des choses qui sont claires, propres. J'ai pas envie de vous dire stam des choses. C'est qui ces Rishonim? C'est même pas les Rishonim, c'est la Gemara. La Gemara dans Maseret Brachot Daf Mem Aleph Seif Bet, ils ont posé la Shaila à Benzoma. Ils leur ont dit d'où on apprend que le pain rend quitte les autres aliments. Et il dit Benzoma, il dit la chose suivante, il dit pourquoi on doit pas faire la bracha, pardon. Pourquoi on doit pas faire, la première question c'était ça. Pourquoi on doit pas faire la bracha sur les autres aliments, sur les autres aliments lorsque on mange du pain? Alors Benzoma il répond parce que le pain rend quitte les autres. Alors Sheila de la Gemara a dit alors pour quelle raison? Hein? Pourquoi elle rend quitte les autres? Alors justement, juste après ça va être la deuxième Sheila, c'est quoi? Alors pourquoi on dit que le vin on doit faire la bracha durant un repas? On sait très bien on mange un repas avec du pain et tout ça. Quand même lors d'un repas on rapporte du vin, on fait la bracha de Boré Pera Geffen, sauf si on a fait Kiddush avant, on parle pas du Shabbat. Ok? Si on est en pleine semaine, on mange du pain et on ramène du vin. Ok? Chez Vabrachot, je sais pas. Ok? Alors sur ce vin-là, on fait Boré Pera Geffen. Alors pourquoi le vin il est pas rendu quitte? Et il dit parce que le vin, il est défini, il a une bracha bifnei atzma. Contrairement au jus d'orange, on a une orange, on fait Boré Pera. Lorsqu'on le rend en jus, ça devient Shakon Yabidvaro. Jus de pomme, la même chose. Jus de raisin, non. Le vin, non. C'est Boré Pera Geffen. Il a une bracha bifnei atzma. Donc, on ne peut pas la rendre quitte. Tout comme le pain peut rendre quitte les autres aliments, le vin rend quitte les autres boissons. Comme ça, il dit Benzoma dans la Gemara. Maintenant, si le vin, si vous faites par exemple, Non, mais j'ai pas un repas. vous n'avez pas un repas, vous buvez du vin, Après, je bois un jus d'orange. vous faites pas chez Akol. On fait pas chez Faites plus chez Akol. Comme le pain rend quitte les autres aliments, le vin rend quitte les autres boissons. Toutes les boissons. Ouais. Mais le pain rend quitte aussi les boissons, à part le vin. Ok. Oui, non, pas de problème. On fait pas chez Akol durant le repas et tout ça. Où il n'y a pas de pain. Exactement. Lorsque vous êtes pendant une Séouda, vous faites que vous buvez du vin. Par exemple, vous êtes pendant un kidouche à la Sina. Ok. Ils font kidouche, c'est vraiment rien. Ils mangent pas de pain, on mange du maisonnette et tout ça. Si vous avez écouté le kidouche, mais vous n'avez pas bu le vin, vous devez faire shakol sur les autres boissons. Si vous avez bu le vin, alors à ce moment-là, vous faites plus shakol sur les autres boissons, sur les autres aliments, oui, mais pas sur les boissons. Ok, donc c'est important de savoir. Donc, pour revenir. Donc c'est parce que La le Gemara pain, a dit- il a une bracha spécifique aussi. en fait. Exactement, le vin il a une bracha spécifique, le pain il a une bracha aussi. spécifique. Donc il peut rendre quitte sa chashivut. Si c'est- Justement, la Gemara a dit, et les Rishonim définissent par rapport à ça, que le din du pain qui rend quitte les autres aliments, c'est à cause de quoi? Pourquoi? Parce que D'où on c'est l'apprend? lui qui nourrit, je pense. Exactement. Zan Il dit et c'est la Tata. chashivut de la Séouda. Ça. C'est la chashivut de la Séouda. Et on voit de là quelque chose de très intéressant. Les Rishonim ils disent cela. C'est pour ça que je voulais vous rapporter ça entre parenthèses. Une personne qui mange, qui fait Netias Shadaim, qui fait Moti, il mange un petit bout de pain. Il n'a pas mangé kazaït. Ouais, c'est ça le problème, on se met en safek. Est-ce qu'il rend quitte les autres aliments ou pas? Il n'a pas mangé kazaït. Est-ce qu'il rend quitte C'est-à-dire, il a Son mangé intention la de départ bouille, c'est de manger kazaït, mais bon, en fin de compte, il s'est dit il je a mange mangé un la petit bout bouchée, et. puis il a tout de suite soif. Non, bon, on va dire qu'il a l'intention de manger à kazaït par la suite. Non, on parle pas de ça. On parle d'un cas, par exemple, il a qu'un petit morceau, je ne sais quoi. Il mange pachot mi kazaït. Alors, voilà, ou bien même, il avait la kavana, il avait les 27 grammes et il s'est dit, c'est quoi, je vais manger qu'un petit bout, j'ai pas envie de faire berkat à la fin. Ok? Il a le pain, mais il veut pas faire berkat à la fin. Alors, est-ce qu'il rend quitte les autres ou pas? Là, les Rishonim ils disent non. Il doit faire la bracha sur chaque aliment, même s'il a fait motzi avant. C'est l'homme, il dit ikar vetafel. Le din du pain, c'est pas l'élément important et l'élément moins important. Donc l'élément important, c'est le pain, même si on mange moins qu'à kazette. Non, c'est midin gviut seuda. On fixe notre seuda, donc il faut qu'il y ait un minimum de 27 grammes. Donc vous voyez quand même c'est important d'étudier le chod brachot. Des fois on s'imagine pas que certaines fois on fait la bracha sur quelque chose qu'il ne faut pas faire et des fois on fait pas la bracha alors qu'il y a toujours quelque chose qu'il faut faire. On est dans l'erreur. Ouais. C'est pour ça qu'il faut étudier bien le chod brachot, le chod shabbat, tous ces halachot là. Bon et après bien entendu toutes les halachot autour, le chod fila et tout ça, mais c'est tellement important d'étudier ces halachot. Donc pour dire quelques halachot sur le dit tevet et après je vous laisse tranquille.
il faut savoir que... Celui qui mange dès le départ aussi dans ce pain, il fait les brachot selon le reste. S'il mange 27 grammes, oui. Non. Les brachas, S'il non. ne veut pas manger Ah, 27 grammes. Pardon. S'il veut pas manger 27 grammes, il fait les brachot sur tous les autres aliments. Il fait shahakol, Il fait motzi, il fait Il les continue à faire shahakol. exactement, shahakol, mezonot, tout ce qu'il faut. Ok, tout. Bracha chaona et tout. C'est plus compliqué, je Exactement. trouve. C'est comme si que le pain là il est annulé complètement. Et donc s'il a mangé 27 grammes de maisonnade, il fait à la mirya, il fait pour une fachette s'il a bu du vin, du jus, de l'eau et tout ça. Et ça va quitter le pain qu'il a mangé. Ah oui, mais de toute Petit morceau façon, de pain qu'il a mangé. on fait pas de bracha chaona moins de 27 grammes. Donc voilà. Et a priori, je crois qu'on ne fait pas la bracha sur Netilat Yadayim si on sait pas. Alors manger justement, moins que- il y a trois niveaux. Si on le sait, On se on met en sait. plein safek. Il y a trois niveaux. Une personne qui n'a pas l'intention de manger 27 grammes, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. C'est ça. Il fait juste Birkat Hamotzi. Par exemple, je vous donne un exemple. Shavuot, Tu veux goûter le pain Hein que ta femme. même pas. Si c'est moins C'est que ça. 27 grammes. Ouais. Une personne qui a l'intention juste de manger un petit bout de pain Voilà, pour il se veut laver la goûter- bouche. Il veut goûter le pain de sa femme qu'elle Ouais, vient de par sortir. exemple. Voilà. Exactement. Il veut goûter le pain de sa femme quand il vient de sortir, il prend un petit bout, il fait juste la motzi, il n'a même pas besoin de se laver les mains ni rien. Il fait la motzi, les cheminares, c'est tout. Ou bien Shavuot, il y a quelqu'un qui m'a posé justement cette chez-là, c'est rapporté dans les poskim, une personne qui mangera la vie, par exemple le matin à Shavuot, et juste après il veut commencer son repas Bassari. Il veut se laver un peu la bouche, comme dit la lacha, quinoa râpé. Comment il le fait? Avec du pain, avec de l'eau et du pain. Donc lorsqu'il va se laver la bouche, est-ce qu'il devra faire Netilat Yadayim ou pas? Il veut pas manger de pain, par exemple. Il veut pas manger de pain. Il veut pas manger de pain, il a assez, etc. Est-ce qu'il peut se suffire de manger un petit bout de pain sans faire Netilat Yadayim? Oui, la même chose. Tant qu'il mange moins de 27 grammes, il fait pas Netilat Yadayim, il fait juste la motzi de cheminaret. S'il veut manger 27 grammes, il fait Netilat Yadayim mais sans bracha. Il fait Netilat Yadayim mais sans bracha. Plus de 27 grammes, là il fait Netilat Yadayim avec bracha. Si une personne a fait Non. Netilat Yadayim, Plus de 56. pardon, c'est plus de 54 grammes, donc c'est kabetza, et fait Netilat Yadayim même avec bracha. Si la personne avait l'intention de manger 54 grammes, kabetza, et en fin de compte, il a mangé moins de 54 grammes, est-ce qu'il a fait bracha levatala avant ou pas? Et il dit il dit le ritva, si je ne me trompe pas, c'est le ritva, et il dit le ritva, et il dit on va selon l'intention du départ. Étant donné qu'il avait l'intention, il y a plusieurs niveaux. Donc, étant donné qu'il avait l'intention, c'est pas considéré comme étant bracha levatala. Mais il faut faire attention. Chacham menav berosho, de manger ce qu'il faut, etc. Donc, combien il faut faire attention à ce genre de situation? Je vous donne un autre exemple, mais très rapide, parce que bon, je voulais dire d'Alachot sur le 17 Tevet, mais en fait, il n'y a rien dit du tout. Un autre exemple, vous êtes pendant un repas, sur quel aliment vous devez faire les brachot? Sur quels aliments? En priorité. Non. Vous êtes pendant un repas à base de pain. Vous êtes pendant un repas à base de pain. On a le vin déjà. Le vin, on doit faire la bracha. Voilà. Si on n'a pas fait kidouche au préalable. Alors, est-ce que quand on apporte le dessert, on fait un het normalement? Alors, est-ce qu'on fait Haet? Est-ce qu'on fait Adama? Est-ce que si on rapporte une glace, on doit faire Shahakol? Non. Toutes ces chez-là, hein. Ou bien du maisonnot, on nous rapporte un gâteau. Alors, Est-ce qu'on doit faire ces brachot ou pas? Alors, je vous dis les choses qu'elles soient claires, propres. Le maisonnot, on ne le fait pas parce que tout simplement il y a une marloquette entre le Rambam, le Rava Gaon. Non, mais le riz maisonnot. Exactement. Sur quoi on va Il y a une marloquette entre le Rava Gaon, Rabbeinu Hananel et le Rambam. Qu'est-ce qu'on appelle maisonnot? Est-ce qu'il faut que ça soit quelque chose de fourré, quelque chose qui a été pétri avec du sucre et qu'on ressent le sucre? Je précise qu'on ressent le sucre parce que vous allez avoir certaines fois des personnes qui vont vous dire c'est maisonnot, j'ai mis du jus d'orange. En fin de compte, vous goûtez, c'est du pain. Ok, c'est du pain, vous faites Netilat. Moi j'ai déjà fait Netilat Yadayim sur une brioche par exemple. Voilà, je vous donne un exemple personnel. J'ai déjà fait Netilat Yadayim sur une brioche. Elle a dit oui, j'ai mis de la bière, j'ai mis du jus d'orange et tout ça. J'ai goûté, c'était moti les gamrés. Ok, j'ai fait Netilat Yadayim en faisant mon petit déj. Ok, donc faire attention, il faut qu'on ressente le sucre. Et troisième avis, il faut que, selon lui, qu'est-ce qu'on considère comme étant maisonnote? Il faut que ça soit croustillant. Donc selon l'un, c'est moti, selon l'autre, c'est maisonnote, selon sa situation et tout ça. Donc en fin de compte, lorsque on va vous rapporter une forêt noire ou bien une tarte aux pommes ou je ne sais quoi, c'est maisonnote selon certains, mais selon d'autres c'est moti. Donc c'est possible que Netilat Yadayim et mon moti au préalable que j'ai fait m'a rendu quitte. Même si c'est un dessert, on ne tient pas comme ça à la chasse, on le Shulchan Aruch, il n'y a pas de dessert qui tient avant Birkat Hamazon. Même si on a fait Silou Ketchouchan, il n'y a pas. Ok, donc il faut faire attention à ça.
Donc, c'est pour cela qu'on ne fait pas du tout de mésonotes pendant un repas. Par rapport à ce safek. Mais arrête son fait. Alors justement, par rapport à ce safek. Mais quelle mésonote on devrait faire? Vous avez par exemple les maklawa, des trucs comme ça où il y a les trois situations dedans. C'est croustillant. Quoi, des coffrets? Non, c'est un truc marocain, tunisien ou algérien, je sais pas. En tout cas, sfarad quoi. Un gâteau sfarad. Une pâte feuilletée avec un fourré au milieu. La pâte feuilletée, elle est croquante. La pâte feuilletée, elle est considérée comme croquante. Alors, miel, donc c'est croustillant, c'est fourré, et en même temps on ressent le sucre, parce que ça a été pétré avec du sucre. Là, il y a les trois situations, c'est sûr et certain que c'est mésonote. Donc oui, effectivement, pendant un repas, exactement, les gaufrettes, ou bien les petits rollers, c'est ce qu'ils appellent les rollers comme ça, où il y a dedans du chocolat. C'est comme une gaufrette, mais en rond comme ça, en cercle. Donc sur ces choses-là, on fait mésonote. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué tout le din, pourquoi on fait pas mésonote sur... parce que c'est on a ça fait. On fait mésonote pendant le repas. Les bislis, on fait aussi mésonote pendant le repas. Les pistaches, on fait aussi mésonote pendant le repas. Les cacahuètes, on fait aussi pistaches, beurre peretz pendant le repas. Les pistaches, les cacahuètes, tous les trucs là, comme ça, on fait leur bracha individuellement. Ok, même pendant un repas de motzi. Maintenant, pour ce qui est aed, sadama, les fruits, effectivement, on fait pendant le repas. Voilà. Pour ce qui est de la glace, le Rav Ovadia rapporte dans Yabé Omer que c'est considéré comme étant un liquide qui s'est rendu quitte par le motzi. Parce qu'en fin de compte, oler vemitade, hein? C'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau. Exactement, vous laissez comme ça devient du liquide. Donc c'est le méchané qui soit sucré, salé, khalavi, bassari, parvé, le méchané. Même si c'est khalavi, on ne fait pas sur la glace chez Akon Yabit Varo. Mais sur quelle glace on ferait, oui, la bracha? Les petits cubes avec le chocolat par-dessus. Sur cela, étant donné que le chocolat, sur le chocolat même, on fait la bracha de chez Akol pendant un repas. Alors oui, effectivement, sur ce chocolat, on va faire chez Akol et on en quitte en même temps la glace, il n'y a aucun problème. Donc, combien il faut faire attention? Le Rav Ovadia, il dit, halakha lema, c'est sur tous les condiments que je viens de vous dire, c'est-à-dire sur les glaces, sur les fruits, sur les gâteaux, tout ce qui est dessert, il vaut mieux les garder après Birkat Hamazon, que ce soit en semaine ou en Chol, ou en Shabbat. Le Méchané, il n'y a aucune différence. Il y en a certains qui font la distinction, mais il n'y a aucune distinction entre Shabbat et Chol. On met tout après le repas, et là, on n'a plus aucun problème. Donc, combien il faut étudier la halakha, combien il faut faire attention à ce genre de situation. Des fois, on peut faire une bracha, on se dit, allez, je vais être marmé, je vais faire bracha. Qu'est-ce que tu fais de ça fait brachot laquelle? Ça fait que des rabanan la kula, d'accord. C'est des rabanan toutes les brachot. Mais en fin de compte, on a un autre klal, ça fait que brachot laquelle. Si tu fais bracha, c'est bracha levatala, le tisalet shem lachav. Faut faire très attention à ce genre de choses. Et Bezrat Hashem, en espérant que Bezrat Hashem, ce jour de Ditevet, on puisse faire teshuva sur tous les choses qui sont autour, et aussi sur Bezrat Hashem, sur l'étude de la halakha, qu'il faut se parfaire. Et c'est grâce à ça que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va sceller aujourd'hui Ditevet, le jour de notre Mashiach Tzidkenu, Bekarov, Amash, Amen, Amen. Chazak, bravo.